Joseph Jasbinzek est entré dans la Résistance le 1er juillet 1941. Marié le 6 mars 1943, il est arrêté, lui et son frère, le 12 mars par la Gestapo. Il y avait des prisonniers russes qui travaillaient dans la mine et descendaient dans notre rue. Et on avait décidé de les arrêter. J'avais été chercher un drapeau à l'école, je savais où le directeur d'école avait planqué des drapeaux français. Les prisonniers russes arrivent, je vais chercher le drapeau, et puis j'agite le drapeau. Et il y avait l'André Dehan, un bon gros cultivateur de Bonvillers, qui a pris le drapeau, et puis il l'a agité à son tour. Et ma mère est venue me chercher, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Allez, hop, il faut rentrer à la maison. Je suis rentré à la maison, et puis c'est fini. Je ne sais pas ce qu'il est advenu du drapeau, mais les prisonniers sont retournés et ils ont descendu par une autre rue. Mais le lendemain, il y avait un Italien, Serraceno, il a dit, il transportait du lait. Il a dit à ma mère, « Hier, vous avez rigolé, mais demain, vous allez beaucoup pleurer. » On a pris ça pour une galéjade, mais ouais, on ne savait pas ce qui nous attendait. Alors, ceux qui travaillaient à la mine, ils travaillaient déjà pour l'Allemagne, hein. On était dispensés d'aller travailler en Allemagne. Mais on se marie le 6 mars, et le 12 mars, je logeais avec ma femme à la boulangerie, et je vois le curé qui nous a mariés était à la boulangerie. On parlait, ma femme derrière le comptoir, et le curé adossé au mur, et moi en face de lui, et je voyais à la rue. J'aperçois une traction qui passe avec mon frère à l'intérieur, et puis des soldats allemands. Il y a un soldat, je ne sais pas ce que c'était, si c'était un SS ou un soldat, c'était un Allemand. Il rentre, il dit « Jasbinzek Joseph », moi. Alors il montre un papier où il y avait une liste de noms. Je suis en tête de liste, souligné en rouge, et puis mon frère en dessous, souligné en rouge. Alors il dit « Je viens vous arrêter ». Alors le curé il dit « Pourquoi vous voulez l'arrêter ?» Parce que je dois l'arrêter, mais il n'a rien fait cet homme-là. Si vous, taisez-vous, sinon il y a encore de la place pour vous. Puis parfois il dit à ma femme « Prenez beaucoup de papier à écrire, et puis son matériel de toilette. » Après être passé par le camp d'Écrouves, près de Toul, Joseph Jasbinzek arrive au camp de Royalieu à Compiègne en mai 1943. Pour aller à Compiègne, on est parti en train de voyageurs. C'était beau, c'était mois de mai, dans la forêt de Compiègne, plein de muguets. On arrive de la gare, on va à pied au camp, le camp de Compiègne, Frontstalag 122. On était libre, on leur appelle tous les matins, tous les soirs, mais plein de poux. Nous sommes dans un petit camp annexe, hein, et le matin, allez hop, rassemblement, et puis départ. Alors on quitte le camp, on se doutait qu'il y avait quelque chose d'anormal, et c'est la première. La Marseillaise chantée par 500 individus. C'était émouvant.
Et les soldats allemands, et des coups de crosse pour nous faire taire, rien à faire. On passe par une rue étroite, je vois un qui sort des rangs, puis il y avait une dame qui était en haut des escaliers, il a été lui donner le bras, puis il est resté là. On passe l'Oise, sous le pont de l'Oise, il y en a qui sautent dans l'eau, et les Allemands tiraient dessus, on ne sait pas s'il y a eu des tués ou quoi, mais enfin, bref, nous l'arrivée à la gare, 80 par wagon. Et une fois que le train était composé, nous voilà partis pour l'Allemagne. De Compiègne, Joseph Jasbinzek est envoyé en Allemagne le 25 juin 1943. À Weimar, encadré par les SS, un convoi l'emmène au camp de Buchenwald sous le matricule 14 592. Et nous voilà arrivés à Weimar, dans une voie annexe, où un comité d'accueil nous attendait, des civils, des vieux civils, des femmes et des enfants, avec un tas de ballast. Et quand on est passé, sous les huées des Allemands, là, on recevait ils nous jetaient des pierres. Tant bien que mal, on a gagné nos camions qui nous ont ramenés au camp de Buchenwald. On rentre dans le camp, quelle pitié. On voit tous des gars en tenue rayée, en tenue de bagnard. Il fallait se déshabiller, on nous tend les cheveux, tous les poils, de partout, et puis à la désinfection. Et il y avait une grande bassine de 10 mètres de long, avec un produit comme du grésil. Il fallait ressortir de l'autre côté, bien imprégné de ce produit-là. Puis après, on passe au service. Non, on passe à l'habillement, on a droit à une chemise, un pantalon, et puis une veste de rayé. Et puis de là, on nous a emmenés dans un petit camp. Et je cherche mon frère, qui était venu, il a passé trois individus avant moi, quoi. Hein. Alors je l'appelle, mais il dit, je suis là. On était tellement métamorphosés qu'on ne s'était pas reconnus. On est resté 4 ou 5 jours à Buchenwald, puis un beau jour, rassemblement. C'était le départ pour Peenemünde. Le 7 juillet 1943, 10 jours après son arrivée à Buchenwald, Joseph Jasbinzek doit partir à 350 km pour Peenemünde, avec le matricule 4773. Cette base militaire allemande est un centre de fabrication et un site d'essai des missiles V1 et V2. On arrive à Peenemünde, c'était une grande usine. Alors, il n'y avait pas de barbelés autour de l'usine, et on avait nos chambres, nos pioles qui étaient à l'intérieur de l'usine. Puis un beau jour, on était rassemblés. Alors il y a un soldat qui vient, il cherche un menuisier. Je lève aussitôt la main. Oh ben, comme, et je dis tant pis, si c'est. Alors, mais c'était pour faire des coins, pour caler une cabine de peinture au pistolet. Et puis on a pris amitié tous les deux. Il était de Saarbrück. Il s'appelait Alfred Hamm, de Duttweiler. Tout allait bien.
jusqu'à un beau jour, et enfin une belle nuit, bombardement. Alors, il y avait un couloir du dortoir, et de l'autre côté, il y avait des abris, et interdiction d'aller dans les abris. Il y avait, j'étais couché en bas, quoi. Il y avait un détenu allemand. Il me dit, François, nous allons tous tuer. Alors je lui réponds, aujourd'hui ou demain, c'est pareil, hein, parce qu'on savait qu'on était des condamnés à mort. Bon, après le bombardement, il y a une partie de l'usine qui a été touchée, on a eu 50 tués quand même. Mais comme l'usine était construite sur du sable, elle s'est dilatée, quoi. Et toujours, on nous disait, allez, rassemblement pour un départ. Et mon frère, un beau jour, curieux, il va voir. Il dit, c'est pas un appel, c'est encore un contrôle de pouls. Parce qu'on avait souvent des contrôles de pouls. Et en revenant, il y a un capot. Et les capots, c'était des droits communs allemands. Il avait la cravache en main. Et mon frère, il le repousse. Mais il a eu quand même le temps de le frapper. Il se met à crier, un Français m'a battu. Il y a 5 ou 6 capots qui viennent. Qui que c'est ben, personne ne sait. N'a osé dire allez hop, tout le monde à poil. Et mon frère, il avait la trace du coup, alors ils sont acharnés sur lui. Après un bref retour à Buchenwald, Joseph Jasbenzek change de matricule. Il porte désormais le numéro 22 791. Par la suite, il est transporté par camion à 50 km dans le terrible camp de Dora. On a changé d'uniforme encore, là, avec un nouveau numéro. Et on est parti pour Dora. On arrive à Dora. Il fallait rentrer au tunnel. Je rentre au tunnel. Le premier que je vois, c'est un garçon que j'avais connu à Écrouves. C'était un garçon de Jarny. Je dis, oh Camille, comment que ça va? Oh, il me dit, ça va mal. Mon père est mort, mon oncle est mort, et moi je vais mourir aussi. Et puis, peu de temps après, il mourrait. À ce moment-là, il fallait évacuer tout le matériel qu'il y avait dans le tunnel. Et puis, il y avait les mineurs qui avançaient des galeries, parce que il y avait des bouts de galeries, quoi. Il fallait les terminer. Et il y avait 4 galeries qui servaient de dortoirs. Alors là, les dortoirs, nos lits, c'était sur 4 étages et on couchait à 10 par étage. Il y en avait une quinzaine par galerie. Alors, des fois, on se couchait, il y avait un cadavre qui était là. Alors on prenait le cadavre et on le sortait en dehors de la galerie où il y avait déjà un monceau de cadavres. Et même certains qui se savaient foutus, ils allaient se mettre d'eux-mêmes sur le tas de cadavres. Alors l'hygiène, n'en parlant pas, il n'y avait pas d'eau, on ne se lavait pas. On a eu droit à trois fois une douche. Et un beau jour, je rentre pour continuer ma corvée, je vois un civil. Je disais, mais on dirait l'Alfred Homme. Oh, c'était lui. Il m'embrasse, mon Liber Joseph, qui me dit, je te croyais mort. Pourquoi? Eh bien, le bombardement, ouais, disant, ils ont loupé l'usine, mais ils ont tout rasé le camp civil et tout et tout. Oh, je dis, alors il me dit, comment que ça va? Je dis, Alfred, laisse-moi tranquille, parce que si l'air DSS nous voit, toi tu prends ma place et moi je suis pendu. Il me dit, c'est si terrible que ça? Oh, je dis, on va tous mourir. Bon, on va reformer le commando BNSO de Peenemünde, tu prends 10 copains avec toi,
et tu prends la responsabilité. Tu veux bien? Alors je dis oui. Alors j'ai pris 10 copains, dont mon frère, et c'est moi qui allais chercher la soupe, c'est moi qui distribuais. Alors, le commando a évolué. De 12, on a passé à 40, 50, mais ils ont nommé un capot Villy. C'était un rare capot qui avait de l'estime pour les Français. Et mon frère, toujours, ces coups de cravache qu'il a eu à Pénemune, c'était tout du pu et ça collait à la chemise. Alors, on prenait l'intérieur d'un sac de ciment. Le sac de ciment est composé de trois papiers, et on prenait l'intérieur, et on prenait une ration de margarine, et on lui frottait le dos pour que ça ne colle pas la chemise. Ça fait qu'on avait une ration de margarine pour deux. Mais ça a duré un petit moment, puis un beau jour, mon frère, il s'en va dans la baraque des condamnés à mort. J'arrive un beau jour, la baraque, elle était vide. Ils étaient partis en combat d'extermination à Lublin. Alors là, je me suis laissé aller. J'avais plus de morale, je voulais mourir. Puis un beau jour, j'avais la température, je vais voir l'infirmier, et l'infirmier c'était un cordonnier polonais. Alors ceux qui avaient de la température, ils allaient d'un côté, et ceux qui n'en avaient pas, d'un autre. Et le docteur SS, il arrivait, il partait avec ceux qui avaient la température, et les autres, ils allaient à la schlag. Alors, il nous amène dans les baraques des condamnés à mort. Oh là là, mon Dieu. C'était le mois de mars. Mois de mars, oui. Il y avait des cadavres, il y avait des tuberculeux, il y avait des phlegmons. Ça sentait mauvais, ça sentait la mort. Et le 25 mars, le capot, Joseph, il faut sortir, sinon tu vas retrouver ton frère. Alors je lui dis, c'est ce que je veux. Il est parti, il a été chercher le Fernand Marchésy, et puis Jacques Lopiteau, qui m'ont sorti de force, c'était le 25 mars. Et là, il est venu me chercher. Le 26 mars, il me dit, viens voir la baraque. Elle était vide. Alors, il me dit, toi, tu serais resté, tu serais parti trouver ton frère. Et bien, moi, ce que je voulais, c'est retrouver mon frère. On est parti à deux, je ne veux pas revenir tout seul. Joseph Jasbinzek quitte le camp de Dora en train le 5 avril 1945. La marche de la mort commence. On est parti en train, et il arrive un moment, le train s'arrête, il y avait un bombardement qui a détruit un pont, on ne pouvait plus passer. Allez hop, il fallait descendre et marcher à pied. Alors, on marche. C'était vers le 7 ou 8 avril. Une nuit, je n'en pouvais plus, je voulais dormir. Et celui qui était allongé, le 16 passait, poum, 2 coups de revolver, et puis il était tué. Alors, mon copain Fernand, et puis Alfred Monceau, ils m'ont traîné toute la nuit. Et un matin, j'étais frais et dispo. Et je suis parti, on a marché un mois comme ça. Tant bien que mal, Joseph et ses camarades arrivent au camp de Ravensbrück, où il reçoit le matricule 13 679. À Ravensbrück, c'était le camp des femmes.
On a passé 2 ou 3 jours. C'est là qu'on a eu un premier colis américain à partager en 3. Il fallait creuser une tranchée, soi-disant une tranchée anti-char, mais il disait, mais bon Dieu, quand même, il y avait 2 routes, un croisement de 2 routes, et une tranchée que bien 5-6 mètres de large sur 10 mètres de long. Je dis, c'est pas une tranchée anti-char. Alors que Joseph était peut-être en train de creuser sa propre tombe, il est finalement évacué de Ravensbrück le 26 avril 1945. Voyant que les troupes allemandes se dispersent, il élabore un plan pour s'échapper. On continuait à faire notre débâcle, et puis on voyait que notre groupe diminuait de plus en plus. Alors on s'est dit avec Fernand, on va quitter notre cortège, quoi. Alors il y avait les réfugiés allemands qui se sauvaient devant l'avance russe, et on a dit, au moment où l'SS va siffler le rassemblement, on saute entre 2 chevaux d'un attelage, et puis on se libère. Bon, ça réussit. Joseph et ses amis étaient libres. Parchim, Aix-la-Chapelle, Lille, Nancy, après de nombreuses pérégrinations, Joseph était de retour chez lui. Déporté avec son frère, Joseph revient seul des camps de la mort. Mais à son retour, il retrouve sa femme Marguerite, et longtemps après la guerre, il fait la connaissance d'Eugène Laurent, déporté comme lui. À la Libération, nous étions 35 survivants sur les 450. Donc à Dora. À Dora. Et maintenant, on n'est plus que 2. Eugène Laurent à 5% sur Sioule, et puis moi. Eugène Laurent, le pauvre vieux, tous les jours, enfin 2 fois par semaine, on se téléphone. Hein. Alors, il me dit... Enfin, on ne s'est pas connu en Allemagne. Hein. On ne s'est pas connu. Moi, je travaillais dans des fours, des grands fours. Il y a beaucoup de déportés qui allaient travailler à l'extérieur et puis qui revenaient avec... ils arrivaient à barbouter 3 ou 4 pommes de terre et ils venaient même les faire cuire. Alors je dis à Eugène, et puis... Jamais il y en a un qui m'aurait donné une pomme de terre. Hein. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Vous en aviez déjà passé pour vous, hein. C'était pas pour en distribuer aux autres. Et on s'est connus lors d'un congrès en Angleterre. Je n'aurais pas connu Alfred Ham, je ne serais jamais revenu. Ni nos 10 copains qui étaient avec moi. Quand je suis rentré, je ne voulais pas d'enfants. Je ne voulais pas qu'ils subissent la même chose que moi. Et ma femme, on voulait, bon. Ben, j'ai dit, bon, c'est 6 ou rien du tout. Ben, elle dit d'accord pour 6. Puis ma foi, on en a eu 2. Et je suis bien content d'avoir eu 2 enfants qui ont créé de beaux enfants, arrière-petits-enfants. Quel message Joseph souhaite délivrer aux nouvelles générations? Avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain et supprimer la haine. Ça, c'est la haine, c'est le mot de tous les maux du monde.